Ça faisait 27 jours que plus personne n'était sorti du ranch. Plus ça allait, et plus le langage employé par David Koresh devenait menaçant. Le FBI commence alors à envisager l'éventualité d'un assaut sur le ranch. Mais le fiasco de l'opération menée par l'ATF un mois plus tôt et le ton de plus en plus agressif de Koresh rendent la situation particulièrement délicate. Quand le FBI survole le camp retranché en hélicoptère pour prendre des photos, pour voir comment était la configuration de Waco, à ce moment-là, il fait tirer par l'arme de guerre sur les hélicoptères. Là, il y a un passage à l'acte qui dépasse toutes les bornes. Enfin, il avait déjà tué 4 personnes pratiquement 2 mois avant. Il attaque maintenant le FBI. C'est ce qui met le feu aux poudres dans tous les sens du terme. C'est à Bill Clinton, qui est alors président des États-Unis, que revient la lourde tâche de prendre une décision. Mais le chef de l'exécutif hésite. Il craint une nouvelle tuerie. La première question que je leur ai posée, c'est « Pourquoi maintenant ?» Ça fait 7 semaines qu'on attend. Pourquoi maintenant? Le contexte politique, il est très particulier. Nous sommes au tout début de l'administration Clinton. Clinton est élu en novembre, mais il prend possession de la Maison-Blanche fin janvier. Cette histoire de Waco, elle éclate fin février. Donc il y a un mois à peine entre les 2 événements, et c'est un mois de tâtonnement total, parce que l'administration Clinton est une administration jeune, nouvelle, un peu confuse et un peu maladroite. Malgré ses appréhensions, Bill Clinton finit par trancher. À un certain moment, il a bien fallu prendre une décision qui a été avalisée par le président Bill Clinton, c'est-à-dire de donner la soupe. C'est passé par Clinton, peut-être pas directement, mais parce que y avait aussi Janet Reno, la ministre de la Justice, qui, aux États-Unis, supervise toutes les agences fédérales de police, dont les FBI. Janet Reno, la ministre de la Justice, a dû faire face à une énorme pression. Imaginez, c'était le siège le plus long de l'histoire du FBI. Un siège qui a déjà coûté plus de 11 millions de dollars aux contribuables américains. La pression est telle que le 19 avril 1993, Janet Reno donne finalement le feu vert aux forces du FBI pour passer à l'action. Au 51e jour, le gouvernement a donné son aval pour qu'on envoie des chars de l'armée. En fait, leur plan consistait à disperser du gaz lacrymogène un peu partout à travers le ranch. L'idée, c'était de les asphyxier et de les forcer à évacuer les lieux. Une fois dehors, ils devaient être arrêtés. We do not want anyone to be hurt. Follow all instructions. This is not an assault. Do not fire any weapons. Gas will continue to be delivered until everyone is out of the building. Exit the compound now. Pour pouvoir diffuser le gaz sans risquer de se faire tirer dessus, le FBI fait appel à l'armée. Leur mission ? Défoncer les murs des bâtiments se trouvant à l'entrée du ranch avec des chars d'assaut pour créer des brèches. Les images de cette opération ressemblent à s'y méprendre à une scène de guerre. Je me souviens que nous étions à l'intérieur de ces énormes machines de guerre dont nous nous servions à la fois pour nous protéger, mais aussi pour disperser le gaz lacrymogène. Le FBI défonce le ranch avec des tanks vraiment impressionnants, un état de guerre, quoi. Au Texas, aux États-Unis, enfin, c'est impensable. Mais une fois de plus, la réaction de David Koresh et des Davidiens va prendre tout le monde de court. Graham Craddock, qui se trouve à l'intérieur du ranch à ce moment crucial, se souvient parfaitement de l'ordre que le gourou va donner à ses disciples. Je me souviens d'avoir vu quelqu'un dans la chapelle qui tenait un bidon d'essence et qui en aspergeait un peu partout sur le sol. Juste après, j'ai entendu une voix qui venait d'en haut et qui ordonnait de mettre le feu.
Courage, qui avait des stocks de carburant, donne l'ordre de mettre le feu à tout ça. Le feu a pris à plusieurs endroits du ranch, simultanément. Donc ce sont des incendies volontaires. Le ranch est maintenant en proie aux flammes. Waco est devenu l'enfer sur Terre. Graham Craddock, l'un des rares survivants de cette horreur, se souvient parfaitement de ce jour qu'il a pensé être son dernier. Ce que je craignais le plus, ce n'était pas de mourir, mais plutôt comment j'allais mourir. Certaines morts sont rapides, d'autres sont lentes et douloureuses. Moi, je voulais mourir tout de suite. Pourtant, malgré sa foi en David Koresh et son envie d'en finir rapidement, Graham Craddock ne va pas obéir à l'ultime commandement de son gourou. Quand j'ai entendu le bruit de toutes ces armes à feu, j'ai d'abord pensé que les gens étaient en train de se suicider. Puis j'ai entendu quelqu'un crier. C'était un homme avec la voix haut perchée qui disait « Tirez-leur dessus !» Courage demande aux adeptes de se suicider, de se tirer dessus mutuellement. Donc c'est pas l'assaut du FBI qui a causé la mort de Courage, c'est lui-même ou un proche qui a mis fin à ses jours, mais dans cette logique purement apocalyptique, avec la certitude que Courage allait revenir. Ce n'est qu'un changement d'apparence, un changement d'état. Et la logique pour les adeptes était que, une fois tout détruit, les purs reviendraient. Le bilan de la tragédie de Waco est effroyable. 76 morts, dont 23 enfants, ont péri ce jour-là. Parmi les victimes, David Koresh, 8 de ses 20 épouses et 12 des 15 fils et filles qu'il a eus avec elle. Beaucoup de gens sont morts ce jour-là. La plupart des enfants ont été tués par leurs propres parents qui voulaient leur éviter de brûler vifs. Certains les ont tués au couteau, d'autres avec un club de golf ou encore par arme à feu avant de retourner les armes contre eux. On a appris plus tard que beaucoup de gens avaient été exécutés. Certains s'étaient fait tirer dessus, d'autres avaient été battus ou poignardés à mort. On soupçonne que ces